Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Il y a des pilotes qui initient, façonnent et guident notre passion et qui, par leurs histoires, leur vie et parfois leur destin tragique, touchent une partie de nos vies. Demain, cela fera 10 ans que Jules Bianchi est parti. Il était mon pilote préféré, un modèle certain de l'abnégation, un exemple de mentalité. Pour cette personne, ce pilote si particulier pour moi, j'ai décidé de consacrer un épisode spécial, un peu plus personnel, parce que c'est essentiel et parce qu'il ne faut jamais oublier. Mais avant de vous parler de Jules, je vais vous parler d'un héritage familial extraordinaire, celle de 2 frères, Mauro et Lucien, respectivement grand-père et grand-oncle de Jules. 2 hommes déjà touchés et animés par leur père par la passion du sport automobile entre monoplace et endurance, mais aussi déjà victimes de la dureté de ce sport. En 1968, Mauro est victime d'un grave accident alors qu'il est associé au Français Patrick Depailler chez Alpine lors des 24 heures du Mans. Il perd le contrôle de son véhicule au niveau du tertre rouge, un accident qui le laissera avec des séquelles autant physiques que mentales. 1 an plus tard, c'est Lucien, alors tenant du titre, dernier vainqueur des 24 heures du Mans, qui est lui aussi victime d'un grave accident. Il perd la vie brutalement sur ce même circuit, au bout de Mulsanne. Il avait 34 ans. Son frère, Mauro, renoncera à sa carrière de pilote à la suite de ce drame. Il deviendra père, puis grand-père d'un certain Jules, qui voit le jour le 3 août 1989 à Nice. Le petit garçon aux cheveux châtains passe ses mercredis après-midi sur la piste familiale du circuit de kart de Brignoles, sous le soleil de la Côte d'Azur. Il a ce regard à la fois timide et concentré, et très vite, il fait déjà parler de son coup de volant. À 9 ans, il rafle déjà les trophées régionaux. À 14 ans, le voilà champion de France de karting. Dans le paddock, beaucoup murmurent qu'il a ce truc, ce don inexplicable qui fait qu'un pilote voit toujours la trajectoire parfaite, même à la limite. Ce petit truc qui offre au sport automobile un talent brut, une perle rare, Jules était de cela. Après le kart, direction la Formule Renault 2 litres, à peine installé dans le baquet, Jules s'adapte instantanément. En 2007, il signe ses premières victoires, des pôles à répétition, des dépassements propres mais incisifs. Il remporte le championnat dès sa première saison. Le dernier à avoir réalisé cet exploit s'appelait Alain Prost. En 2008, il passe en F3 Euro Series avec Art Grand Prix, l'équipe de Nicolas Todd, fils de Jean, et qui repère tout de suite le potentiel du jeune niçois. Il deviendra son manager, comme il deviendra celui de Charles Leclerc quelques années plus tard. Il finira sa première saison à la 3e place. Dès la 2e, en 2009, il survole le championnat, décrochant 9 victoires, 3 pole positions, devant un certain Valtteri Bottas. Les regards se tournent vers lui. Ferrari, toujours à l'affût, commence à s'intéresser de près à ce petit prodige français. C'est en 2009 que sa vie bascule. Jules Bianchi devient le premier membre officiel de la toute nouvelle Ferrari Driver Academy. À Maranello, on lui ouvre les portes, on le forme, on le polit. Il court en GP2 pour ART en 2010, puis en 2011, il finit ses 2 saisons à la 3e place, mais qu'importe, Ferrari croit en lui et lui donne le rôle de pilote-essayeur pour la Scuderia. En 2012, Jules continue son évolution en Formule Renault 3 litres 5 et la F1 lui ouvre enfin ses grandes portes. Il devient le 3e pilote de l'écurie Force India, où il impressionne lors des essais libres avec une pointe de vitesse naturelle et une finesse rare. Tous pensent qu'il est le futur visage de la Scuderia. Une place de titulaire semble lui être promise en 2013 au volant de la Force India, mais au début de la saison, c'est la désillusion. Force India choisit Adrian Sutil, jugé plus expérimenté. Jules se retrouve sans baquet, sans championnat, à quelques jours du début de la saison. Et au moment où son année semble déjà terminée, avant même d'avoir commencé, une opportunité s'offre à lui, une place chez Marussia lui tend les bras. En quelques heures, un accord est trouvé. Jules Bianchi devient officiellement pilote de F1 à 2 semaines du début de la saison.
Ce n'est pas Ferrari, mais c'est une place en F1, une chance de prouver, de se montrer, même si la voiture joue tout en bas de la grille. Dans une équipe où finir à 2 tours, c'est la norme, Jules, lui, peut tout donner et prouver qu'il mérite sa place. Jules ne se démonte pas, au contraire, il sublime cette voiture modeste à la place où elle n'aurait jamais dû être. À Silverstone, à Spa, à Monza, il se bat, se faufile, dépasse des Caterham, des Williams et même parfois des Toro Rosso. Il pilote au-dessus du potentiel de la voiture. Il achève sa saison 2013 sans points, mais avec la confiance de ceux qui croient en lui, car tous voient son immense potentiel, à commencer par Ferrari, qui continue de le suivre. Il poursuit donc la saison 2014 chez Marussia, avec la ferme intention de montrer plus et de pouvoir conquérir de nouvelles opportunités. Puis vient Monaco, définitivement la course référence de Jules. Dans les rues étriquées de la principauté, la Formule 1 déploie son balai le plus prestigieux, son plus cruel aussi, car à Monaco, l'erreur ne pardonne jamais. Pour Jules et sa Marussia, c'est David contre Goliath. La MR03 est motorisée par un modeste moteur Ferrari client. Ni le grip, ni la puissance des Mercedes, ni même la fiabilité des Lotus ou des Sauber. Mais à Monaco, c'est le pilote qui fait la différence. Dès les qualifications, Bianchi montre qu'il est dans un état de grâce. Il signe un très bon chrono qui aurait dû le placer en 19e position. Pour rappel, cette année-là, 22 voitures sont sur la grille de départ, mais une pénalité le relègue en dernière ligne pour un changement de boîte de vitesse. Peu importe. Dans les premières secondes de la course, Jules fait ce qu'il sait faire de mieux, saisir les opportunités en piste, piloter avec panache, quitte à prendre quelques risques. Et c'est avec calme, abnégation, respect et une dextérité chirurgicale qu'il va ce jour-là écrire non seulement le plus grand chef-d'œuvre de sa carrière, mais également celle de son équipe, Marussia, et marquer à tout jamais la F1 du talent de Jules Bianchi. Ce jour-là, il se lance de la grille de départ à la 21e place, et tel un lion qu'on libère de sa cage, il va tour après tour écrire sa légende. Entre dépassement, stratégie, opportunité, il va de toutes ses forces aller chercher sa place dans le top 10. Un dépassement musclé mais sublime à la rascasse reste et restera à jamais dans les annales de notre sport. Oh, l'attaque vraiment très musclée là, c'est Bianchi qui passe la Caterham. Oh là, fallait oser venir se glisser le long du rail là à la rascasse, véritablement très osé. Très musclé. Au drapeau à damier, Jules finit 8e, mais une pénalité à la fin de la course le relègue à la 9e place, derrière son compatriote et ami Romain Grosjean. Peu importe, l'exploit est là, Jules et Marussia viennent de marquer leur premier point en Formule 1, l'équivalent d'une victoire pour une équipe comme celle-ci. Jules, this is John. Mighty job, mate. Absolute mighty. So, which place to finish with the penalty? I think we're P9. I think we are P9. Very good race, Jules. Finally, we have a point. I'm so happy. Ce n'est pas seulement un résultat, c'est un séisme sur le rocher. Ferrari, Mercedes, Red Bull viennent le féliciter. Et ce jour-là, l'équipe au cheval cabré confirme « Jules est l'avenir de Ferrari ». Mais l'avenir sera plus sombre. Quelques mois plus tard, le 5 octobre 2014, la Formule 1 arrive au Japon, sur le circuit de Suzuka, menacée ce week-end-là par un typhon habituel de la région. Une demi-heure avant la course, la piste est détrempée, les pilotes jugent après plusieurs tours de reconnaissance que le circuit est impraticable sans pneus plus complets. Plusieurs pilotes perdent le contrôle de leur voiture, mais après discussion, Charlie Whiting, directeur de la course, décide de donner le départ derrière une safety car. Ce jour-là, avant le départ, plusieurs pilotes ont exprimé leurs craintes, mais tous ont fait le choix de monter dans leur voiture sur la grille. Jules, lui, toujours avec son grand sourire, confie au micro de Canal+, son envie d'aller rouler sous la pluie et de continuer à se battre en piste pour tenter de briller une nouvelle fois. Le premier départ est lancé, puis la course est arrêtée car la piste est devenue impraticable, puis de nouveau un deuxième départ sous safety car. Au 43e tour, Adrian Sutil sort de la piste, un tracteur grue entre pour le dégager. Un tour plus tard, Jules arrive au même endroit, perd le contrôle de sa monoplace et percute de plein fouet le véhicule d'intervention. Le choc est d'une violence inouïe.
Dans la pit lane, on comprend tout de suite, ce n'est pas un accident comme les autres. Les radios se taisent, les visages se ferment, la course est interrompue. Jules est transporté inconscient à l'hôpital dans un état critique. Le diagnostic tombe, grave lésion axonale diffuse ainsi que traumatisme crânien. Il est opéré sur place. Ses parents accourent du sud de la France. Chaque jour est une bataille silencieuse. Jules est plongé dans le coma, mais reste stable. Soigné au Japon, Jules, toujours inconscient, sort du coma artificiel et respire désormais sans assistance. Il est ensuite rapatrié en France, à Nice, en soins intensifs, puis en centre de rééducation. Pendant ce temps, en Formule 1, le paddock entier, de Vettel à Hamilton, porte des autocollants « Forza Jules ». Le monde de la Formule 1 retient son souffle, pour l'un des leurs, pendant 9 mois, puis, dans la nuit du 17 juillet 2015, le souffle de Jules s'éteint, à 25 ans. « 20 ans après la disparition d'Ayrton Senna, quand on pensait que la mort n'existait plus en Formule 1, elle vient nous rattraper de la plus violente des manières. Ce jour-là, la F1, le sport automobile, le monde des athlètes, la France, perd l'un des leurs. D'autres perdent un fils, un frère, un meilleur ami ou un camarade de piste, mais tous se battent de plus pour ne jamais l'oublier, pour ce devoir de mémoire qui nous anime tous, fans de F1, anciens supporters de Jules ou simples chauvins de nos pilotes tricolores. Pour de nombreuses raisons, je n'évoquerai pas dans ce podcast les résultats de l'enquête concernant l'accident. Cela ne change rien à l'histoire, Jules n'est plus, et les prises de décision concernant la sécurité arrivent souvent trop tard. Mais Jules n'a pas seulement laissé un très grand vide dans le cœur de ceux qui l'aimaient, il a aussi ouvert une voie. 2 ans plus tard, son protégé, son petit frère d'adoption, Charles Leclerc, débute en Formule 1, dans son casque, un autocollant discret JB17. Et quand Charles monte sur le podium pour Ferrari, qu'il lève les bras au ciel, on se souvient de Jules, comme d'une étoile filante trop vite disparue, mais qui a illuminé le ciel de la F1 d'une manière inoubliable. Car Ferrari l'avait promis, Bianchi devait être leur futur champion, Leclerc l'est devenu pour 2. Sébastien Vettel ainsi que d'autres grands pilotes lui dédieront leur victoire dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et merci Jules, cette victoire est pour toi, cette victoire est pour toi. You will always be in our hearts. We know that sooner or later Jules would have been a part of this team. Jules n'a pas eu le temps d'écrire son palmarès, mais il a marqué son époque par son talent brut, son humilité désarmante et son sourire constant. Il a rappelé cruellement que la F1 reste un sport où la vie peut basculer en une fraction de seconde et que parfois, les plus grandes promesses sont celles que le destin n'a pas laissé s'accomplir. Et demain, cela fera 10 ans. 10 ans déjà, mais 10 ans de trop. 10 ans que j'essaye, comme beaucoup de personnes en France et ailleurs, de faire résonner à ma petite échelle le nom de mon pilote préféré, celui que j'avais choisi, car avant, on m'a façonné grande fan d'Alonso par ma famille. Puis, ce jeune Français, des rêves plein la tête, est arrivé en Formule 1 et m'a, comme beaucoup, agrippé avec lui dans son aventure. Jules fait partie de ces pilotes qui m'ont fait devenir la grande fan de sport automobile que je suis aujourd'hui. Après lui, j'ai aussi détesté ce sport pendant un temps, puis la passion a repris sa flamme, parce que c'est notre vie, notre ADN, parce que c'est la course. Sur mon poignet un numéro 17 et sur mon casque, quand je m'apprête à piloter, un JB17, toujours, pour ne pas oublier, jamais, pour faire vivre son nom, encore un peu. Cet épisode est celui que je redoutais le plus, mais parler de Jules me rendra toujours fier. Mes pensées vont évidemment à son papa, sa maman, son frère, sa sœur, ainsi que tous ses proches qui font aujourd'hui vivre la mémoire de Jules, notamment avec une association qui porte son nom et qui œuvre pour soutenir l'hôpital de Nice et son unité de soins pour les patients cérébrolésés lourds. Vous pouvez vous aussi aider l'association Jules Bianchi sur le site julesbianchi.fr. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode en hommage à Jules Bianchi et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.